Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour ce qu'on attend depuis très longtemps, mon preview du TKO 45 Jourdain contre Morgan. C'est finalement ce vendredi que ça va avoir lieu, ce combat absolument exceptionnel. 7 décembre 2018, c'est au Centre Bell à Montréal. Il y a toujours des places disponibles pour les petits retardataires dans le groupe. Je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ce combat-là. Ça va être un des combats les plus importants de l'histoire des arts martiaux mixtes au Québec. C'est dans le combat principal, c'est pour le championnat des 145 livres. Et j'ai mes analyses et prédictions complètes pour, oui, ce combat-là, mais les 12 autres combats de la carte aussi, c'est ce que je vous fais en ce moment même, carte de 13 combats. On commence avec le premier combat de la soirée qui devrait commencer à l'entour de 6h30 au Centre Bell. C'est aussi diffusé sur Fight Network à la télévision et sur UFC Fight Pass. Donc plusieurs façons de pouvoir voir cette carte-là. Le premier combat de la soirée, si on se fie au site à TKO, c'est chez les 125 livres. On commence ça en force cette carte-là avec Derek Dexter contre Isaac Blais. Et puis ça va être un très bon combat sur cette carte-là. Je pense que c'est vraiment un combat qui va commencer les choses du bon pied. Écoute, Derek Dexter a une fiche de 11 victoires et 5 défaites chez les amateurs. On a trouvé des combats amateurs allant jusqu'à 2012 où il a affronté Mario Pereira. Et puis il était déjà un combattant, je vous dirais ma foi, assez complet. Quelqu'un qui avait une belle game, qui était autant confortable debout qu'au sol et qui avait pas peur justement d'ajuster sa stratégie en fonction de ce qui passait, qui allait le plus l'avantager dans le combat. C'est une défaite par décision unanime cependant pour lui contre Mario Pereira. C'est sûr que c'était en territoire québécois. Moi je trouve que ça a été un combat très serré où Derek Dexter, déjà en 2012, démontrait de très belles aptitudes. Donc ce gars-là est plus que prêt à faire ses débuts professionnels. On l'a vu dans son dernier combat amateur d'ailleurs contre Brandon Lee, qu'on attendait pas mal comme étant le gagnant de ce combat-là, qu'on attendait à signer avec TKO. Malheureusement pour lui, c'est Dexter qui a réussi à se sauver avec cet honneur-là, avec ce contrat-là à la suite de cette victoire dans ce combat-là. Donc Derek Dexter, je l'attends chez les professionnels, comme je vous dis, un combattant qui est complet, qui a une bonne notion du combat debout, qui a une bonne notion du combat au sol, mais qui est surtout un gars qui a l'air de toujours avoir tout fait et qui a une belle façon de voir la game, une belle façon d'analyser la game, et puis qui se rend compte de par lui-même ou de par l'aide de ses coachs, mais qui se rend compte assez bien des ajustements qu'il a apportés en cours de combat, puis c'est des choses qu'il fait très bien. Donc, va nécessairement être prêt. Ensuite, on se dirige chez les 205 livres. Et c'est la première fois de la soirée que je sors mon Sleeper Fight Alert. Parce que Chris O'Kill McMullen va être en action et va affronter Mathieu, le démolisseur, l'anglais, dans un combat qui promet énormément d'action. Écoutez, quand on consulte les deux profils sur le site internet TKO, c'est étrange parce qu'on a Chris O'Kill McMullen qui nous sort comme étant le lutteur et Mathieu Langlais qui sort comme étant un kickboxer. C'est vrai que Mathieu Langlais a fait beaucoup plus de combats de boxe et de kickboxing depuis son absence. Ne s'est pas battu en MMA depuis 2016. Mais si on regarde les combats MMA de Mathieu Langlais, habituellement, il aime faire une de deux choses, c'est-à-dire c'est un gars qui préfère laisser son adversaire venir à lui et essayer de timer un gros counter avec sa main droite, ou passer en dessous d'un shot puis shooter takedown, d'où il travaille assez bien sur le top. On l'a vu se retrouver dans des guerres cependant, se retrouver dans des combats où ça échangeait beaucoup debout. On l'a vu se faire sonner à quelques reprises, pas vraiment se faire finir cependant debout. C'est sûr que des fois quand il est sonné, il a tendance à se lancer dans des soumissions. C'est probablement la chose qui a causé pas la chose qui a causé. En fait, c'est ce qui a causé toutes les défaites de Mathieu Langlais en combat professionnel. Des défaites par soumission. Et puis, c'est ça qui est arrivé. Il va essayer d'éviter le sol ici avec McMullen, qui est supposément le lutteur. Par exemple, la seule affaire que je l'ai vu faire contre Alex Bowley, c'est essayer de pas avec sa main droite. Tout grande ouverte, il faut faire attention au high poke avec lui. Il avait sorti un assez vilain à Alex Bowley, mais il part avec sa main gauche, essayer de trouver son range, puis il lance des mains droites, mais que des mains droites. Il lance quand même bien, il lance de façon assez puissante aussi, mais c'est littéralement juste ça qu'il fait. Il va de l'avant, puis il lance des mains droites, puis c'est un gars qui, justement, d'après moi, pour être assez facilement time-up dans un gros overhand de Mathieu Langlais. Mais pour ça, il faut que Mathieu Langlais ne se fasse pas cut par un punch. Parce que oui, McMullen est assez prévisible dans ce qu'il lance, mais le lance quand même bien, le lance fort, le lance avec beaucoup de power. Il a réussi à déranger Alex Bowley en début de combat. Ça a été un combat qui a été plus difficile en début. Et puis plus que tu réussis à hang in contre un gars comme Chris O'Kill McMullen, plus que tu te rends compte que dans le fond, ben, il fait
principalement juste une chose, puis si t'es capable de travailler moindrement alentour de ça, ça peut se faire. Donc, comment je vois ce combat-là? Je m'attends à ce que Mathieu Langlais veuille vraiment plus travailler son combat debout après avoir fait beaucoup de combats spécialement debout, du kickboxing, de la boxe dans les dernières années. Et puis là, il se prépare à son retour MMA. Je le sais que le MMA est complet. Il y a toujours le takedown dans sa back pocket. Supposément qu'O'Kill est un lutteur. Comme je disais au début, je ne l'ai jamais vraiment vu. Il a essayé une coupe de takedown contre la cage, contre Alex Bowley. Ça n'a pas nécessairement super bien marché. Je ne sais pas jusqu'à quel point la lutte est vraiment sa base. C'est sûr que s'il réussit à pousser une approche, il est tellement agressif que s'il réussit à clinch up contre la cage, puis à travailler une takedown game contre Mathieu Langlais, va peut-être réussir à avoir du succès. C'est pas quelque chose qui est écartable. Et c'est pourquoi ce combat-là est selon moi un sleeper. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment une option que je peux écarter. Oui, Mathieu Langlais a de très bonnes chances de timer Chris O'Kill-McMullen avec sa grosse main droite, mais je pense que Chris O'Kill-McMullen a presque autant de chances de tag Mathieu Langlais avec sa main droite lui aussi en avançant, par exemple qu'il met beaucoup de pression au début de combat et Langlais n'a pas réussi à encore avoir son timing exact sur sa droite. Je pense que ça peut terminer par une soumission de guillotine. Mathieu Langlais, des fois, ça y est arrivé de lancer des takedowns puis sa tête était pas parfaitement à bonne place. C'est quelque chose qui peut arriver. La majorité de ses défaites, ou toutes ses défaites, comme j'ai dit, sont par soumission. Fait que je vois plein de scénarios possibles dans ce combat-là. Mathieu Langlais pourrait très bien aussi réussir ses takedowns, passant à tous des strikes de McMullen, que si le gars il est timeable avec un overhand en counter, il est tout autant timeable avec un takedown. Puis c'est quelque chose que Mathieu Langlais fait très bien. Fait que ça se peut que Langlais passe quasiment à tout le combat en top control, à le battre. Je ne sais pas ce qui va arriver pour vrai. J'ai essayé de vous... Je vous ai dit qu'est-ce que les combattants faisaient pour ce qui est de qui va réussir à implémenter sa game plan. Pour vrai, je le sais pas. Je le sais juste que Mathieu Langlais, même si on l'a vu ébranler à quelques reprises, a la tête dure. Même dans ses combats de kickboxing, ça y a pris vraiment plus qu'un knockdown pour se faire finir dans un combat. Donc, je vais me fier à la tête dure de Mathieu Langlais et au fait que McMullen est plus efficace en début qu'en fin de combat de par sa prédictibilité pour y aller avec une victoire ici par TKO pour notre ami Mathieu Langlais au 3e round de ce combat-là. Je pense qu'on va avoir le droit à une bonne guerre avant le dénouement. Ensuite, on se dirige chez les 135 livres. On a un autre très beau petit combat. Je pense que je ressors mon Sleeper Fight Alert ici. Terry Lemaire contre Eric Dagneau. Puis c'est très amusant parce qu'on a deux gars qui sont assez longs et lanky pour des 135 livres, qui sont tous deux des combattants de Muay Thai assez efficaces, qui ont aussi un très bon jiu-jitsu brésilien pour fall back on si jamais ça marche pas particulièrement debout. Et puis je pense qu'on va avoir un très bel affrontement ici. Terry Lemaire a commencé sa carrière d'MMA très difficilement en affrontant Tariq Ismail et Alex Morgan. S'est fait casser la mâchoire par Alex Morgan à plusieurs endroits. Est revenu de ça. A fait des tournois de Muay Thai. S'est même battu pour Team Canada en Muay Thai. Donc un très bon calibre de Muay Thai. Quand on parle du niveau canadien, il nous apporte Terry Lemaire. Et puis c'est vraiment ce qui l'aide dans ses combats. Il réussit à stalker son adversaire, à lander de bons coups, à bien travailler son combat debout. Et puis ça, dans ses deux derniers combats professionnels, ça l'a amené à son adversaire de lancer un takedown, que Terry a attrapé une guillotine sur le takedown et a fini ses deux derniers combats par guillotine, ramenant sa fiche à 2-2. Lemaire est très tough, est un bon combattant debout et quelqu'un qui a du bon jiu-jitsu brésilien dans une très bonne école. Je pense que c'est un combattant qui est meilleur que sa fiche, tout comme Eric Dagneau. Puis c'est pourquoi je pense qu'on a vraiment un potentiel d'avoir un combat très explosif ici, alors que Dagneau... on nous a montré la force de frappe qu'il avait, c'est indéniable, c'est réussi à toucher avec sa main droite, puis ça n'entend pas. Ça peut faire très mal, demandez-le à Jonas Rubiano. Dans ses combats, après, ça a été un peu plus difficile, c'est sûr qu'il s'est retrouvé contre des gars qui l'ont vraiment bully, qui ont vraiment mis beaucoup de pression, qui étaient des grapplers très agressifs en Keith Lee et en Ty Wilson. C'est sûr que Terry Lemaire va, d'après moi, laisser le combat un peu plus respirer debout. On va avoir le droit à de bons échanges debout, on va avoir le droit à probablement de bons échanges dans le clinch aussi. C'est un combat que je vois pas mal se diriger un peu partout, un peu comme O'Kill-McMullen contre l'Anglais. C'est sûr qu'O'Kill-McMullen et l'Anglais sont vraiment, je dirais pas plus
idiots. Ben, je vais dire ça, oui, en fait, mais comme compliment, dans le fond. Ils sont vraiment plus idiots dans leur style de combat. Là. Ils sont là pour le show, ils sont là pour les knockouts, ils sont là pour le finish. Un gars comme Terry Lemaire, un gars comme Eric Dagneau, oui, veut un finish dans son combat, mais n'a pas peur de le travailler. C'est pas un gars qui va courir violemment après le finish. Il va plus travailler ses choses et laisser le finish venir à lui en assumant que s'il fait bien ses choses, le finish va éventuellement venir. Puis pour la majorité du temps, c'est-à-dire, c'est ça qui arrive dans leur cas. Je vais cependant avoir à pencher pour Terry Lemaire dans ce combat-là. Et ma décision est simple. Dans un combat où je juge que les skills sont probablement égales, la force de frappe est semblable, ou le combat au sol est semblable, j'ai pas le choix d'y aller avec le combattant que je juge qui est le plus durable. Terry Lemaire a perdu 2 fois dans sa carrière, a perdu par décision contre Tariq Ismail et a perdu par TKO en fin de combat contre Alex Morgan après s'être fait casser la mâchoire dans plusieurs endroits. Donc, Terry Lemaire est un gars que justement il va falloir que tu casses de quoi ou que tu le sépares de sa conscience pour le finir dans un combat. Malheureusement pour Eric Dagneau, a perdu tous ses combats par finish. Ses défaites, ça a tout été des défaites par finish. Et puis dernièrement, dans ses derniers combats, on l'a vu prendre du dommage puis le prendre moins bien qu'il prenait dans ses combats d'avant. Donc, je vais devoir y aller avec Terry Lemaire ici. Puis, je ne serais même pas surpris qu'il réussisse à finir son premier combat par TKO en carrière. Donc, je vais aller avec Lemaire par TKO au 2e round dans ce combat-là. 4e combat maintenant. C'est une tendance là, qui semble vouloir se maintenir, mais Sleeper Fight Alert chez les 185 livres. Et puis, si vous avez moindrement idée de qui est Simon Lagarde, vous comprenez pourquoi je dis ça. Écoutez, c'est son premier combat professionnel. Il affronte Cole Fetzner pour l'occasion. Fetzner, combattant Muay Thai qui vient d'Ottawa, s'entraîne sous Crew Jeff Harrison, est quand même un bon combattant Muay Thai. Cependant, est un gars que son style, j'espère qu'il va avoir travaillé sur son style de combat un peu parce que c'est un gars qui aime reculer, qui aime tenter de set-upper ses choses et puis c'est pas ça qu'il faut faire contre Simon Lagarde. Simon Lagarde, là, va de l'avant presque en courant après toi. Lance des gros crochets, des gros overhand, puis il est wing vraiment, là. C'est pas quelque chose qui arrive droit et beau, comme justement Fetzner va essayer de faire, combattant terrain Muay Thai avec une garde haute, va tenter de reculer puis placer des gros counters dans le milieu, puis oui, Lagarde se doit d'être susceptible au counter dans le milieu parce que c'est un gars qui wing ses punches, c'est un gars qui le fait de façon assez reckless, assez agressive, mais un gars qui a démontré très bien prendre un punch aussi dans sa carrière amateur. C'est sûr que les gars sont un peu plus padés et tout, c'est différent quand tu te retrouves pour la première fois de ta vie avec les 14. Cependant, dans l'âme, ce match-up-là n'est pas un bon match-up, selon moi, pour Cole Fetzner, qui est un gars que, comme je dis, aime travailler sur le reculon, aime prendre son temps de laisser l'action venir à lui, mais tu sais, travailler tranquillement ses setups et ses counters. Puis on l'a vu autant en MMA contre Christian Savoie, que tu sais, ça peut pas vraiment bien aller contre Christian Savoie, surtout quand t'es à tes premiers combats professionnels. Mais on l'a vu aussi en Muay Thai, dans des combats un peu plus récents, qu'il se fait back-up. C'est un gars qui se fait back-up. C'est dans son style de tenter de reculer. Puis quand t'as un problème à te faire back-up, j'ai pas envie de vraiment te voir contre Simon Lagarde. Ben oui, j'ai envie, en fait. J'ai absolument envie. Je sais pas qu'est-ce que j'étais en train de dire là, mais tu sais, c'est pas un bon match-up pour Cole Fetzner. C'est juste ça que j'essaie de vous expliquer. C'est pas un bon match-up pour lui. Simon Lagarde est un complet fou, va aller de l'avant, va essayer de wing ses punches. S'il se fait cut puis se retrouve au sol, il a un très bon menton, est très confortable au sol. Je l'ai vu se faire takedown dans ses combats amateurs, puis même s'il est sur son dos, il a le même style que debout là, automatiquement va essayer de shooter un armbar, lancer un triangle, lancer quelque chose, puis c'est pas nécessairement pour l'avoir. C'est sûr que si ça marche, tu le prends, puis that's it, mais c'est pour faire passer à ton adversaire et te dire, ok, lui, il est autant dangereux au sol dans sa garde qu'il est dangereux quand il est debout puis il me court après, qu'il est dangereux dans le clinch quand il me rough puis qu'il arrête pas puis qu'il me lance des genoux au corps puis du dirty boxing puis tout. Donc c'est sûr que si ce combat-là dure, si Cole Fetzner réussit à jouer un peu au toréador avec Simon Lagarde, ça va être intéressant de voir parce que ça va être le premier 15 minutes dans une cage pro sous de très grosses lumières pour notre ami Simon Lagarde. Cependant, je me dois de penser qu'il va gagner ce combat-là par KO au premier round parce qu'il est fou, il a une force de frappe absolument fulgurante et il affronte un adversaire qui a tendance à se faire back-up dans un coin de par son style naturel. Donc Lagarde au KO au premier round pour moi dans ce combat-là. Ensuite, le dernier combat
combat de la carte préliminaire, ça se passe chez les 145 livres. C'est un combat qui a été mis ensemble à la dernière minute. Alexandre Ouellette va avoir la chance de faire ses débuts professionnels finalement. Ça fait un bout qu'on l'attend, ce prospect-là, dans TKO. C'est un gars qu'on a entendu beaucoup parler de lui. Très longue carrière amateur, un gars qui est clairement plus que prêt à faire le saut chez les pros. Devait affronter Zad Mengat de London, ça aurait été un très beau combat. Malheureusement, Mengat s'est blessé. On a appris ça au courant de la semaine dernière. Donc, Vianney Malaisieux, un Français d'une victoire et une défaite comme fiche, fait le saut chez TKO, affronte Alexandre Ouellette sur préavis. Très court, je dirais 2 semaines, gros max dans le cas du Français. Et puis, ce qui est plate pour mon analyse dans ce combat-là, c'est que j'ai absolument rien sur Vianney Malaisieux. La seule chose que je sais sur lui, c'est sa fiche. Il y a une victoire par soumission, ça a été une clé de bras. Il y a une défaite par KO à son dernier combat. C'est tout ce que je sais. Je trouve pas de vidéo sur lui, je trouve pas de footage sur lui. J'ai essayé sur YouTube, sur Fight Pass, bien que je sais que les promotions sur lesquelles c'est battu ne sont pas sur Fight Pass, mais tu sais, un gars vérifie pareil, c'est la seule place que tu peux voir des combats de Clayton Duarte sur Fight Pass, donc je me suis essayé, on sait jamais, Fight Pass est rendu tellement gros, mais bref, j'ai rien sur Malaisieux, mais il y arrive ici sur très short notice. Il affronte un gars qui est un grand et long 145 livres, très agile à range, il a des belles combinaisons, je trouve qu'il est assez fluide comme combattant debout. Quand il arrive dans le clinch, le fait qu'il est grand fait de lui un bon clinch fighter, quelqu'un qui est très bon pour swim c'est underhook, qui a des beaux body lock takedown. C'est un gars qui a un bon contrôle sur le top, qui est très bien enseigné au sol, avec Mistral notamment, qui est une très bonne black belt au Three-Headed Beast. Et puis, c'est vraiment un prospect qui était amateur longtemps, qui est plus que prêt à être professionnel, plus que prêt à faire le saut, qui est bien entraîné, qui a une belle game, qui semble à l'aise dans tous les aspects. Et puis le fait qu'il affronte quelqu'un sur short notice, je n'ai pas le choix que d'y aller avec Alexandre Ouellette ici. Je pense qu'il est capable de gagner ça par soumission rear naked choke dès le premier round. On commence sur la carte principale, c'est le 6e combat de la soirée, ça se passe chez les 170 livres et puis c'est un scénario un peu semblable au combat d'avant. Dans le fond, c'est Saifeddine Ouerghi qui fait ses débuts chez TKO. Il est au pays, mais Richard Roux a même mis une photo de lui, il est passé s'entraîner au H2O et puis Richard Roux a mis une photo de lui, donc on le sait, il est au Canada, va être là, va pouvoir se battre, contrairement à ce qui est arrivé quand il devait se battre à Québec contre Alex Murat. Il a pas réussi à avoir son visa, il a pas réussi à rentrer au pays, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais ça avait pas marché. C'est Cédric Bonbon Mongeon qui était venu prendre sa place dans un dénouement absolument ridicule. On s'en rappelle, ça avait été un combat assez surprenant. Assez surprenant et un dénouement assez spectaculaire, merci. Donc, c'est ça qui arrive avec Saifeddine, il est là, il affronte Ergis Sigeta sur short notice. Et puis, je pense que juste ça, c'est à dire à s'écouter. Ergis Sigeta va de l'avant de façon complètement obstinée. Et puis, tu sais, il a mangé des bons coups de poing de la part de Davis Dos Santos dans son dernier combat, mais il fait juste avancer, lance du volume pour lancer du volume, simplement pour set up ses shots. Et puis, lutte comme un malade mental pendant 15 minutes, sans arrêt. C'est probablement un des meilleurs lutteurs qu'on a chez TKO en compagnie de notre bon ami James Mancini, qui devait être sur cette carte. Malheureusement pour lui, il s'est blessé. Mais bref, tout ça pour dire que je vois Sigeta pas mal avoir son way dans ce combat-là et probablement remporter ça soit par TKO ou par soumission à quelque part au 2e round. 7e affrontement de la soirée, c'est chez les 155 livres et c'est un combat qui devait avoir lieu au dernier TKO à Québec. Malheureusement, ça n'a pas marché pour Masia Fonda, il s'est blessé. Zachary Powell en était venu affronter Bradley Sullivan. Il l'a battu par side choke en quelques secondes et puis on a remis sur pied cet affrontement maintenant que les deux ont la même fiche et se battent dans la même division et sont prêts à s'affronter. C'est un combat qui va sans aucun doute être encore une fois très excitant. Zachary Powell, moi, j'ai beaucoup d'espoir à ce combattant-là, pour être bien franc avec vous. C'est un gars qui est allé exactement où il devait aller pour développer un très beau et bon combat debout fluide, c'est-à-dire avec Sifu Patrick Marcel et les gars de Papineau de Gatineau. On parle de Julien Leblanc, Nicolas Pedneau, Isaac Blais, Guillaume Poulain, etc. Quelque part où il y a du bon calibre de debout, il y a des gars tough et du bon sparring. Il est encore au sol avec bien sûr Evolution Jiu-Jitsu Gatineau, qui est un des très très bons gyms au Québec, faisant de lui probablement des gars les plus complets de cette région-là, de la région de Gatineau, Ottawa, un des combattants qu'on doit le plus surveiller sortant de cette région-là du Québec et du Canada.
Il affronte Massia Fonda qui, je suis encore assez perplexe par rapport à son premier combat professionnel. Je l'ai encore écouté aujourd'hui. C'est parce qu'on Joey Patry se faisait complètement dominer. Écoutez, c'est supposé être le lutteur, c'est supposé être le grinder. Il a commencé le combat exactement comme ça. Il a même pas essayé de lancer un coup de poing. Il a tout de suite shooté Joey Patry. Ça a mis Joey Patry en mode grappling. C'est pas mal le mode que Joey Patry voulait être. Puis là, on l'a commencé... à le voir, oui, out-wrestle le lutteur Fonda, mais aussi le dominer au sol avec son jujitsu, avoir des bonnes tentatives de soumission, puis ça allait bien pour Joey Patry, puis un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ça serait intéressant de lui demander, probablement quand il va être en préparation pour son prochain combat, je l'invite à mon podcast, puis qu'on jase de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, parce que Joey Patry, un moment donné, une légère baisse de régime, il a fait prendre son dos, puis il s'est fait choquer de façon quasiment instantanée dans un round qui dominait âprement contre Fonda. Donc Fonda se retrouve avec une victoire à son premier combat, une victoire qui est peu convaincante, et puis ça reste que c'est un tout petit lightweight, Massia Fonda. Je ne sais pas pourquoi il se bat présentement à cette compétition, à cette division de poids-là. Peut-être qu'il pense que avant d'atteindre les plus hauts niveaux, il n'y a pas vraiment besoin de plus se déshydrater, mais ce gars-là, à 5 et 6, 5 et 7, n'est même pas vraiment un 145 en shape. Je pense plus à 135 pour Massia Fonda quand je regarde sa shape. C'est sûr qu'il est un gars qui est musculaire, mais bref, tout ça pour dire, il est en train de se faire out-grapple par un grappler qui est un peu plus gros, mais pas tant que ça que lui. Joey Patry, là, va affronter un grappler qui est pas mal plus gros que lui et qui, d'après moi, est pas mal bon en jiu-jitsu brésilien aussi. Patry a du très bon jiu-jitsu brésilien, mais Zachary Powell aussi s'entraîne en jiu depuis très longtemps. C'est pas mal ça la base de son style. C'est pas mal ça la chose qu'il fait le mieux dans ses combats lui aussi. Donc si Massia Fonda court après Zachary Powell et initie immédiatement un combat de grappling, je pense que ça va très mal aller pour lui parce que je vois un peu le scénario du combat à Joey Patry se répéter juste contre un grappler qui est encore plus gros que Joey Patry et qui va probablement autant l'out-wrestle et le dominer au sol et réussir ses tentatives de soumission, le déranger là, et qui ne va probablement pas soit avoir une baisse de régime parce que c'est son premier combat pro puis l'adrénaline tombe comme ça, ou du moins commettre une erreur fatale. Donc j'ai Zachary Powell pas mal all the way dans ce combat-là, je vous dirais. Si Massia Fonda décide qu'il va y aller plus tranquillement, mais Zachary Powell nous a dit, j'ai envie de tester ça, ce striking-là de Sifu Pat, c'est quelque chose qu'il a envie de faire dans ce combat-là. Il veut pas écarter la possibilité d'un knockout. C'est sûr que quand j'y ai parlé, il m'a dit, s'il me donne la chance de le soumettre, je reste un grappler, je vais le soumettre, mais bref. Zachary Powell aimerait avoir la chance de travailler son combat debout dans ce combat-là. J'ai hâte de voir si ça va arriver parce que Fonda est très très agressif puis saute directement sur un shot ou dans le clinch. Donc je pense que ça va beaucoup grapple. Je pense que Zachary Powell a un gros avantage sur Massia Fonda dans cet aspect-là du jeu. Et la différence de size va être non négligeable dans ce combat-là aussi. Donc j'ai Zachary Powell, soumission, premier round. 8e combat de la soirée maintenant, c'est chez les dames, un spécial chez les 130 livres et tabarnouche. Morgane Ribou fait ses débuts avec TKO, la championne du monde de judo. 4 victoires, aucune défaite en MMA. Elle affronte Corinne Laframboise. Et puis, le respect que j'ai pour Corinne de prendre ce combat-là, c'est quelque chose. Faut vraiment qu'elle veuille se battre pour accepter un combat comme ça. Elle n'a pas tant de préavis que ça. Et puis contre une championne du monde de judo qui se bat une division de poids plus lourde qu'elle et puis qui est, mon Dieu, absolument terrifiante là, dans ces 4 combats. Faut le dire, par exemple, avant, le petit astérix, Morgane Ribou n'a pas vraiment affronté de grandes combattantes à date. Là. Elle avait une combattante qui était 0-1, une combattante qui était 0-0. L'autre avait une fiche perdante de 2-4. Et l'autre était une victoire et aucune défaite. Ça, c'est le combat qui a duré le plus longtemps, d'ailleurs, sur sa fiche. La seule fille qui avait une victoire de 1-0. Mais bref, Morgane Ribou a littéralement détruit tout le monde sur son passage. Ronda Rousey style. C'est une championne du monde de judo. Elle réussit à s'accrocher à toi. C'est soit la fille a hipponise tout le monde. Là, elle te passe un hippon littéralement. Puis après ça, armbar direct. Ou contre Gonzalez dans son autre combat, on l'a vu travailler un peu au sol. Elle est pognée à monter complète. Ground and pound. Et puis, regardez, c'est une qui est positionnellement extrêmement solide et malgré le fait qu'elle n'a pas affronté personne, elle a traité absolument tout le monde qu'elle a affronté comme s'il n'était pas personne non plus. Donc, tu sais, quand on voit un athlète de qualité supérieure justement arriver puis
se battre contre des gens qui ne devraient pas se battre contre elle. On veut la voir traiter ces gens-là comme des gens qui n'avaient pas rapport. Puis écoutez, c'est comme ça qu'ils ont été traités ces gens-là. 48 secondes, 1 minute 40, 15 secondes. Et puis son combat qui a été le plus long a duré, je pense, 4 minutes, si je ne me trompe pas, sur sa fiche TKO. J'ai pas mon ordi là au-delà, je veux pas perdre de temps dans la vidéo, mais regardez. Qu'est-ce qui pourrait aller en faveur de Corinne dans ce combat-là? Faut le dire, Corinne, c'est quand même une très bonne grappler. Cependant, une grappler de style Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu, c'est très efficace au sol contre le judo. Si t'as deux combattants de niveau égal, et on a Corinne qui, à Purple Belt, a qualifié très haut dans de très grosses compétitions. Donc Corinne aussi est une championne de Jiu-Jitsu. C'est donc un très beau match-up de style. Ce qui me décourage dans ce combat-là, c'est la différence de poids. Et oui, le fait que Morgane va couper 5 livres de plus et Corinne 5 livres de moins, ça va peut-être jouer sur les niveaux d'énergie. C'est ça qui va rallonger le combat. Et je pense que si le combat peut durer, Corinne Laframboise a peut-être une chance parce que plus ça avance, moins Morgane va rentrer dans un territoire connu en MMA, elle qui ne s'est jamais battue plus loin que le premier round, qui s'est rarement battue plus d'1 minute dans un combat, ou plus de 2 minutes même dans un combat. C'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment arrivé. Et puis Corinne, elle, a vu des décisions très serrées, celle contre Jade notamment, son dernier combat, et puis elle a gagné une décision contre Greta Kaut. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais écoutez, on a vu Corinne, malheureusement, quand elle s'est retrouvée sur son dos contre Lindsay Garbat, être vraiment trop excitée de faire du Jiu-Jitsu et oublier de défendre les coups de poing qui sont arrivés dans son visage. Morgane Ribot, non seulement si elle se retrouve dans une position de top, ça va probablement être après un takedown de judo, donc en side control, dans une position excessivement dominante, puis elle ne va pas ménager les coups de poing et les coups de coude. Donc écoutez, j'ai Morgane Ribot, je l'ai probablement par TKO dans ce combat-là au deuxième round. J'ai envie de donner le bénéfice du doute à Corinne. J'ai envie de voir Morgane Ribot tester un peu. Corinne est vraiment une meilleure combattante debout, je pense, en ce moment, que Morgane Ribot. Bien que Ribot travaille fort sur sa boxe, c'est quelque chose qu'elle veut amener dans ses combats. Mais quand tu es une championne du monde de judo, puis que dès que tu mets la main sur quelqu'un, tu es capable de le lancer à terre, de le armbar automatiquement, ou de juste prendre une position puis le palm out rapidement, pourquoi tu ferais pas ça, puis pourquoi tu travaillerais ta boxe? Je le sais, c'est important de travailler sa boxe, mais si c'est une avenue si facile à la victoire, pourquoi ne pas la prendre? Surtout contre Corinne, qui peut être tricky au sol avec son Jiu-Jitsu, qui peut être plus tricky qu'on pense debout avec sa boxe, et qui a l'expérience des combats qui durent, et qui va avoir une weight cut beaucoup moins difficile à faire que celle de Morgane Ribot. Donc Ribot va devoir essayer de finir ce combat-là le plus rapidement possible, parce que je pense que plus ça peut avancer, plus ça peut être laborieux pour elle. Cependant, elle a l'air absolument monstrueuse quand tu la regardes. Et puis j'ai ignoré Cyril Gane, je ne ferai pas la gaffe d'ignorer un autre Français monstrueux. Je pense que Morgane Ribot a le potentiel d'être quelque chose d'assez grand. Et puis, on va voir ça contre Corinne. Le respect que j'ai pour Corinne est absolument incroyable. J'ai Morgane Ribot TKO round 2 dans ce combat-là. On passe maintenant au 9e combat de la soirée. Sleeper Fight Alert. Bien que je l'ai tellement dit depuis, à chaque fois que je parle de ce combat-là, en fait, je mentionne que c'est un Sleeper Fight. Donc, je ne sais plus si c'est un Sleeper Fight vraiment, tellement que je m'attends à ce que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Puis que je suis convaincu, en fait, que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je parle de Sean Mead face à Johan Lennes chez les 170 livres. Et puis, écoutez, ce que j'adore vraiment de ces deux prospects-là, c'est que les deux ont déjà un process, si vous voulez, comment je pourrais dire ça en français, vous comprenez, ont déjà une manière précise qu'ils veulent se battre. Ils savent quand que je suis dans telle position, j'ai envie de faire telle technique pour me rendre à telle place. Ils ont une façon établie d'arriver, une approche établie dans un combat dans le fond. Ils arrivent puis ils savent déjà ce qu'ils ont envie de faire, malgré le fait que les deux n'ont seulement que disputé un combat professionnel à date. Les deux savent, en arrivant dans le combat, vers où ils veulent s'en aller, vers quel aspect du combat ils veulent diriger ça. Dans le cas de Johan Lennes, il est principalement un pressure fighter, quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant. Il a quand même des bonnes mains, il a une bonne boxe, c'est quand même une bonne base qu'il a là-dedans, mais je vous dis que ce qui fait le mieux, c'est réussir à fermer la distance
à lander des takedowns en travaillant fort contre la cage. Et de là, il est très bon avec son ground and pound sur le top control. C'est vraiment là où on retrouve Yohan Lainez à son plein potentiel, où il travaille le mieux à présent dans sa carrière. C'est sur le top, sur quelqu'un. Il a du bon ground and pound. Il est dévastateur, peut faire mal à ses adversaires. A fini beaucoup de ses combats amateurs-là. A fini son premier combat pro aussi avec son ground and pound. Ça s'est terminé entre le premier et le deuxième round, mais je pense que c'était assez clair à la fin du premier round quand on a vu Yann Jacquelin essayer de se relever de ce round-là, que le combat n'allait pas voir une deuxième reprise. Donc, dans le cas de Lainez, c'est ça. Dans le cas de Sean Mead, je dirais qu'il y a une game peut-être un petit peu plus développée, parce qu'il faut se le dire, c'est un kickboxer, on dit well schooled. C'est quelqu'un, déjà un très bon kickboxer, quelqu'un qui doit faire du kickboxing depuis très longtemps. Et puis il y a vraiment des façons d'attaquer différentes, dépendamment d'où il se trouve dans le combat. Ce qu'il préfère faire, c'est sit at range et lancer des kicks. Il y a vraiment une kick heavy approach. C'est quelqu'un qui lance beaucoup de kicks quand il se retrouve à la distance. C'est quelque chose qu'il aime bien faire, des leg kicks plus précisément. Mais il y a un bon petit push kick de Muay Thai aussi qui est assez intéressant dans son cas. C'est un gaucher aussi. Il faut se le dire, c'est quelqu'un qui a réussi à probablement bien travailler l'angle pour le body kick. On l'a pas encore vu voir ça, mais juste voir sa kicking game, je peux dire que c'est assez développé. C'est quelqu'un qui kick bien, c'est quelqu'un qui est well schooled, comme j'ai dit en kickboxing. Quand il se retrouve dans une distance un peu plus proche dans la pocket, c'est quand même quelqu'un qui a un bon reach, fait que la pocket pour lui, c'est peut-être pas la pocket pour tout le monde, bien que lui et Lainez ont à peu près le même build. C'est deux gars qui sont quand même grands pour des welterweight, ont pas mal la même grandeur, 6 pieds 1 les deux, et ont quand même des longs bras. Je vous dirais que c'est des gars qui sont faits semblables. Lainez a peut-être des plus longs bras que jambes, je le sais pas, on n'a pas encore ses measurements, c'est quelque chose qui est toujours intéressant à voir quand quelqu'un fait ses débuts. Pourtant il a fait ses débuts pro au TKO Fight Nighter, mais sur le site TKO ils n'ont pas encore ses measurements, donc je peux pas vraiment comparer quand on parle de reach exact, mais c'est clairement Mead qui va vouloir rester à distance dans ce combat-là. C'est là qu'il travaille très bien avec sa kicking game. Il réussit à avoir du succès contre Danny Malette quand même à cet effet-là. Quand il se retrouve, comme j'ai dit, plus dans la pocket, c'est là qu'il va travailler en combinaison très agressivement même. N'a pas peur de manger un coup en retour, mais je vous dis, c'est tight qu'est-ce qu'il lance, c'est beau, c'est un très beau combattant debout. Et puis quand il se retrouve trop près, là, va essayer de clincher. C'est un gars qui, on a vu contre Malette, était plus willing d'essayer de grapple que Malette lui-même, qui ne veut absolument pas grapple avec personne entre vous et moi. Il veut knocker du monde, Danny Malette. Mais bref, tout ça pour dire, on a vu Mead qui est willing d'y aller avec une grappling game. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui va jouer en sa faveur dans ce combat-là. Pas parce qu'il va vouloir initier le grappling. Au contraire, je pense qu'il va avoir beaucoup de shots à défendre. Puis il a montré de par ça, qui au moins il y a une attention qui est portée envers le grappling dans son cas, puis ça va l'aider contre Lainez, parce qu'il va avoir à repousser des takedowns de Yohan Lainez, parce que je pense que c'est de cette façon-là que Lainez va réussir à gagner le combat. De toute façon, c'est ça qu'il veut, va vouloir mettre la pression, va vouloir rentrer dans le range de Mead, qui va vouloir rester at range puis travailler sa kicking game. C'est ça qu'il préfère faire. Ça va être dangereux cependant pour Lainez de rentrer là, puis je pense que c'est pour ça que je vais avoir à edge slightly en faveur de Sean Mead dans ce combat-là. Parce que Lainez, oui, est un bon pressure fighter, puis oui, ça va être intéressant de voir quelqu'un essayer de mettre une pression constante sur Mead. Parce que Malette aime bien travailler de l'avant, mais quand Mead avançait, c'était vraiment un beau combat de striking pur qu'on a vu entre les deux, où les deux concédaient un peu de terrain à l'autre, parce que les deux peuvent se battre d'avancant, les deux peuvent se battre de reculons, et les deux l'ont très bien fait. Lainez va vraiment être plus obstiné, selon moi, à aller vers l'avant dans ce combat-là, et ça va faire qu'il va avoir à essayer de rentrer dans le range d'un striker qui est très dangereux, qui est très expérimenté, et Lainez a beaucoup de promesses. C'est un des vraiment bons prospects au Québec et même au Canada, je pense, pour la suite des choses, va nous montrer de grandes choses, mais je dois y aller avec Mead aussi. Et puis, ce qui me fait vraiment trancher au final, c'est que Sean Mead a été très compétitif contre Danny Malette dans leur combat. Et puis Danny Malette a montré par après contre Guillaume Poulain, qui lui-même est un très bon striker en son propre droit, que Malette était probablement dans une classe à part quand on parle du striking au Québec, et le fait que Mead a été très compétitif avec lui pendant 15 minutes, qui a mangé ses meilleurs coups. Il a été peut-être ébranlé une fois sur le head kick, mais je ne l'ai pas vu être vraiment ébranlé tant que ça justement dans ce combat-là. Donc très bon striker, très bien établi. S'il a réussi à être compétitif comme ça et sortir une split decision de Danny Malette, il a fallu qu'il ait un très bon niveau de combat debout, puis je le sais qu'il l'a. On l'a vu dans son premier combat. Il a aussi un très bon menton, et il y a une
il y a une tendance vers le grappling qui nous démontre qu'au moins le gars travaille. C'est pas juste un striker qui travaille pas sur ses takedown defense, qui travaille pas sur son jiu-jitsu brésilien. On le sait que le gars fait tout dans un camp. Combattant très complet. J'ai excessivement hâte de voir ce combat-là. Moi, selon moi, des bonnes chances que ce soit le fight of the night s'il y a un finish dans le combat principal. Si le combat principal se rend au 4-5e round, c'est automatique que c'est le fight of the night là, selon moi. Mais s'il y a un finish assez tôt dans le combat principal, si Mead contre Lennes a une très grosse chance d'être le fight of the night selon moi. J'ai Sean Mead par décision dans ce combat-là. 10e combat de la soirée chez les 135 livres. Un gros duel dans cette division-là entre Johnny Baldridge qui a fait résonner, en fait qui a fait fermer la gueule de la Tohu sévèrement là, à son dernier combat. Je peux vous dire que quand il a passé son KO à Frédéric Duprat, il n'y a plus un chat qui parlait dans cette place-là. Il n'y a plus grand monde qui avait envie d'être sur le party non plus. Mais bref, on peut pas en vouloir à Baldridge pour ça. Ça a été très bien fait de sa part, probablement un des KO de l'année au Québec et au Canada. Il affronte Matteo Vogel, one of my guys. Un des préférés à Ken Wong aussi, que je salue. Ken Wong nous l'a tellement bien dit dans son dernier combat contre Stéphane Lavoie. Il a sorti une performance sakurabesque. S'est fait sévèrement casser la marboulette jusqu'au moment où son adversaire, Stéphane Lavoie, qui avait dépensé beaucoup d'énergie à essayer de le finir. Une petite bête de régime, c'est là que Vogel a réussi à implémenter sa wizardry au sol. C'est un des meilleurs combattants de jiu-jitsu brésilien qu'on a au TKO. C'est aussi un gars qui lutte bien. Et puis la lutte, ça va sans aucun doute être le facteur qui va décider ce combat-là. Parce que Johnny Baldridge est lui-même un bon lutteur. Je vous dirais que c'est un wrestle boxer assez typique, a des très grosses mains, beaucoup de power, s'en sert, plante ses pieds au sol, puis lance de gros crochets, hook ses wing ses hooks assez sévèrement, a des bons overhands. C'est un gars qui génère beaucoup de power dans ses punches, malgré sa petite taille, malgré son 5 pieds 5. Et puis je pense qu'au final, Vogel est un peu un IQ test pour un gars comme Johnny Baldridge. Parce que si Johnny Baldridge est moindrement intelligent dans la façon qu'il se déplace debout, il va réussir à taguer Vogel sévèrement et il devrait gagner ce combat-là. Parce que Vogel est un bon lutteur, plus qu'il va manger de dommages, moins que je le sais s'il va être un bon lutteur. Parce qu'on le veut être très tough contre Stéphane Lavoie, mais dans ce combat-là, si Stéphane Lavoie n'avait pas de baisse de régime, il perdait. Vogel perdait ce combat-là contre Lavoie. Donc, ça va être une question de comment Baldridge va se déplacer, comment va maintenir son énergie pendant les 15 minutes de ce combat-là, parce que je pense qu'il va avoir à prolonger ce combat-là s'il veut le gagner. Et il va avoir à se servir de sa lutte pour repousser les attaques de grappling à tout prix, parce qu'autant je pense que Vogel va être dans le pétrin s'il a à se battre debout contre Baldridge, autant je pense que Baldridge, à sa grosseur, la différence de grosseur qu'il va avoir entre les deux, va être sévèrement dans le pétrin s'il a à se battre au sol contre Matteo Vogel. Donc, je vais y aller avec Baldridge ici, parce que le combat commence debout. Puis comme je vous ai dit, c'est un bon lutteur, c'est un gars qui a démontré une bonne lutte, puis une force de frappe assez incroyable. On le sait que se faire frapper très fort, c'est pas quelque chose qui va jouer dans la tête à Vogel. Mais bref, je pense que plus tu manges de dommages, veux pas, plus que tes attaques de lutte sont télégraphiées, parce que c'est clair que le combattant qui est en train de se faire frapper très fort va vouloir aller au sol. C'est de changer le rythme du combat, au moins tie-up dans le clinch, puis c'est ça. Ça va pas le rendre moins efficace, ça va le rendre plus prévisible. Je pense que la lutte de Baldridge va être assez bonne pour résister à ça. Je le vois donc gagner ce combat-là par TKO au 2e round. Passons maintenant au 11e affrontement de la soirée. 2e combat féminin sur cette carte. On a chez les 125 livres un combat qui pourrait fort bien être un title eliminator entre Marilyn Micallef et Jade Masson-Wong. Deux filles qui ont la même fiche, 2 victoires en autant de combats professionnels. Dans le cas de Marilyn Micallef, cependant, nous devons le dire, ça a été 2 victoires récoltées contre la même combattante. Fille qui semblait correcte debout, mais en termes de niveau au sol, écoutez, elle était vraiment pas là, ça le faisait vraiment pas en termes d'adversaire. Donc on se doit donner un avantage à Jade au niveau de la qualité d'adversaire affronté, parce que Corinne Laframboise et Maggie Poulain sont 2 très bonnes combattantes qui ont donné une très belle opposition à Jade, qui
Ça va être tout à son avantage, on s'entend, de rester debout dans ce combat-là. Jade est la boxeuse, la kickboxeuse, la fille qui va vouloir se battre debout. Marilyn Mikalev, pour sa part, dans tous ses combats, je l'ai vu tenter de rusher le clinch de manière assez agressive parce que la fille veut être en tie-up, d'où elle va chercher des takedowns. Ça a l'air d'être une bonne grappleuse, une fille avec un beau jiu-jitsu brésilien. Cependant, j'ai tendance à penser que c'est le genre de test que Jade vient de subir avec Corinne. Et puis, de ce que j'ai pu voir des deux, je pense que Corinne est capable d'amener ce genre de test de façon plus complète, plus persistante et un peu plus difficile que Marilyn Mikalev. Donc je pense que Jade a un peu relevé le genre de défi qui l'attend dans son dernier combat et ce contre une combattante qui peut lui offrir une meilleure opposition. Donc c'est pourquoi je vais avoir encore une fois Jade Masson-Wong dans ce combat-là. Il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait se battre pour un titre dès son prochain combat. Je le sais que Jade veut beaucoup un KO à sa fiche, mais si elle est pour se battre à un title fight dès son 4e combat pro, j'aime mieux la voir avoir du cage time. Donc je vais dire Jade Masson-Wong par décision ici. Demi-finale de la soirée maintenant, c'est chez les 135 livres et c'est le combat qui va déterminer le prochain adversaire du champion Nate Maness le 8 février prochain à Québec. Ce combat-là pourrait fort bien se retrouver sur n'importe quelle carte de l'UFC, puis personne dirait qu'il y a un de ces deux gars-là qui a pas rapport là. Ça oppose Taylor Lapillus, le frère de Damien. Il y a Josh Hill, The Gentleman, qui est de retour au Canada pour venir rechercher ce titre de meilleur combattant 135 livres au pays. Faut que je le mentionne, ça me fait un petit peu mal au cœur que ce soit pas Jesse Arnett qui affronte Josh Hill, mais il paraît que c'est un combat qui pourrait fort bien arriver en début 2019. Donc, je vais me taire puis je vais juste apprécier le spectacle parce que ce combat-là va être exceptionnel, va être excellent, va être 15 minutes de MMA de très très haut niveau. Et puis on a un gaucher contre un droitier en plus dans un duel de style qui va être assez excellent parce que on a deux combattants très complets, mais on a deux combattants qui peuvent tenter d'exploiter les lacunes un de l'autre, dans le sens que Marlon Moraes est un gaucher lui aussi, et le genre de combattant qui a réussi à vaincre Josh Hill, et Josh Hill est un excellent lutteur, qui est pas mal le seul type de combattant qui a réussi à vaincre Taylor Lapillus à date dans sa carrière. Donc, les deux peuvent aller porter beaucoup d'ennuis à l'autre combattant et puis c'est ça qui va être intéressant. Dans le cas de Taylor Lapillus, c'est le frère de Damien, s'entraîne au MMA Factory à Paris avec Fernand Lopez, Cyril Gane, Francis Ngannou, beaucoup d'autres gens, bien sûr son frère Damien, comme je viens de le mentionner. C'est un combattant qui est explosif debout, mais qui est aussi très fluide. Il y a des déplacements qui sont peu usuels, il y a des angles d'attaque aussi peu usuels. Sa straight left hand est absolument meurtrière, elle vient vite et elle vient raide et elle frappe très fort. C'est un combattant qui probablement va avoir avantage à garder ce combat-là sur les pieds contre Josh Hill. Josh Hill est capable d'arriver puis boxer un gars. C'est ça qui est incroyable de ce combat-là et c'est ça qui est incroyable probablement de Josh Hill en particulier. Des fois, on parle de combattants qui sont pas des spécialistes, qui sont des combattants all-around, qui sont bons debout mais pas excellents, bons en grappling mais pas excellents, de bons lutteurs mais pas excellents, qui ont une bonne clinch game mais pas excellente. Josh Hill a pas mal des games excellentes partout. D'après moi, pourrait se retrouver dans un combat de striking pur contre les meilleurs dans sa division, réussir à s'en sortir très bien. Pour se retrouver dans un combat de lutte pure contre certains des meilleurs lutteurs dans sa division, s'en sortirait très bien. Pourrait se retrouver dans un combat de jiu-jitsu brésilien en gi contre certains des meilleurs artisans du gi à ce poids-là dans sa division, bien sûr en MMA. Je parle pas d'aller se battre contre Bruno Malfacine, là, mais un bon 135 livres en jiu-jitsu, en MMA, serait très compétitif contre lui. Donc Josh Hill est probablement un athlète de niveau top 15 mondial. Comme je l'ai dit, sa seule défaite, c'est contre Marlon Moraes, qui est assurément top 5, sinon pas top 3, 4 dans l'UFC. Hill n'a peut-être pas encore eu la chance d'affronter des combattants top 15, mais affronter un paquet d'excellents combattants, des Xavier Alaoui notamment, et puis a prouvé à chaque fois qu'il était supérieur. Donc, qu'est-ce que je m'attends un peu à ce combat-là? Je pense que Taylor Lapillus peut être tricky, mais Josh Hill est un gars qui a pas froid aux yeux, qui a un excellent menton, qui lui-même a des armes assez excellentes debout. Sa main droite est très bonne, son left hook, son crochet de la gauche est très sneaky aussi. On le voit rarement arriver. C'est un gars qui travaille très bien en combinaison et puis rentre bien ses combinaisons pour les finir dans le clinch. C'est un gars qui est capable de travailler dans 2-3 phases du MMA en même temps, que ça soit excessivement
excessivement fluide. Comme je vous dis, on a un combattant de très, très haut niveau entre les mains ici. Je m'attends donc à ce qu'il essaie de clincher dans ce combat-là, d'amener ça dans la cage, de faire travailler Taylor Lapillus fort, parce que la seule fois que Taylor Lapillus a affronté un combattant de la trempe de Josh Hill, selon moi, c'était Eric Goyito Pérez dans l'UFC, et puis c'est avec une pression non cessante du clinch game qu'il a finalement réussi à lander ses takedowns et à passer la meilleure partie des 2 derniers rounds sur le top contre Lapillus, ayant ainsi cherché une décision contre lui, une décision unanime de la part des juges, et puis je pense que c'est vraiment la façon dont il va réussir à aller battre Taylor Lapillus. Lapillus, oui, est un gaucher, oui, Moraes est un gaucher, a donné beaucoup de difficultés à Josh Hill dans ce combat-là, mais écoutez, Marlon Moraes est un striker d'exception. Pas que Taylor Lapillus n'est pas un excellent striker, au contraire, vraiment un très bon combattant debout, a des angles d'attaque très spéciaux de la façon qu'il se déplace constamment, mais son mouvement est quelque chose qu'il fait, c'est pas tout le temps différent dans le fond là. Il fait pas mal, il y a pas mal un pattern que tu peux commencer à recevoir de l'information et à décoder en cours de combat, et aussi quand il se retrouve dans des combats où il y a beaucoup de grappling, réussit à se faire coller contre la cage et à travailler fort là, des fois son mouvement ralentit un peu au fur et à mesure que le combat avance, donc je vais me fier là-dessus et sur la grosse lutte de Josh Hill pour dire qu'il va gagner une décision dans ce combat là, donc Josh Hill par décision. Oh là là, nous y sommes. Combat principal de la soirée, c'est le combat le plus attendu de l'histoire des arts martiaux mixtes au Québec chez les 145 livres. L'aspirant numéro 1 chez TKO, Charles Jourdain, le poster boy du nouveau TKO, va tenter d'aller ravir la ceinture au champion incontesté des 145 livres, Alex Morgan, le chess master. Oh my god, oh my god, oh my god. Autant je suis excessivement excité pour ce combat-là, je m'en contiens même plus. Autant c'est le moment que je déteste là, précisément en ce moment-là, parce que je suis un analyste de combat, et puis il faut que je vous sorte une prédiction. Et puis regardez, même que tu sois un ami de Charles Jourdain, que tu sois un ami d'Alex Morgan, je pense qu'il n'y a personne en ce moment qui peut me dire avec 100% d'assurance que oui, Charles Jourdain va gagner ce combat-là pour telle raison. Oui, Alex Morgan va gagner ce combat-là pour telle raison. Il doit avoir un doute dans la tête de tous les gens qui pensent à ce combat-là, parce que c'est impossible à prédire quasiment. Je ne sais pas comment je vais vous prédire ça. J'ai même pas encore choisi mon gagnant au moment où on s'en parle en ce moment. Je vais me talk into a pick comme je le fais tout le temps pour ces gros combats-là. Ou du moins, j'espère, parce que sinon je vais venir pas de prédiction. Donc, de 1, j'aime pas le moment, parce que comment tu veux que je te prédise ce combat-là. De 2, c'est un peu plus personnel, mais j'adore Alex Morgan et j'adore Charles Jourdain. Parmi tous les combattants que j'ai eu la chance de parler, soit sur mon podcast, soit aux événements, au pesé, en dehors du TKO, juste casual, comme ça, avoir des discussions sur des affaires. Ce sont 2 des combattants avec qui j'aime le plus parler. Ce sont 2 des combattants en qui je suis le plus investi dans leur carrière, parce que je pense que c'est les 2 Québécois dans ces divisions de poids-là qui ont probablement le plus de prospects d'aller représenter le Québec dans les plus hauts niveaux du sport, et ce, plus rapidement qu'on le pense, vraiment plus rapidement qu'on le pense. Ça fait donc que autant j'aimerais voir Charles Jourdain gagner ce combat-là, autant j'aimerais voir Alex Morgan gagner ce combat-là. Ça va me faire mal au cœur de voir Charles Jourdain perdre ce combat-là, ou de voir Alex Morgan perdre ce combat-là. Je vais être content pour le gagnant, mais vraiment, vraiment triste pour le perdant, parce que j'adore les deux, puis j'ai... T'sais, si c'était rien que de moi, j'ai pas envie de voir aucun de ces 2 gars-là perdre. J'aimerais ça que ça soit un draw. Ça serait mon scénario idéal, bien que les 2 combattants seraient sûrement amèrement déçus. Surtout Charles Jourdain, là, c'est réussi à pull un draw de ce combat-là de 5 rounds, puis ça pousse d'être là, bredouille, pas de belt ni rien. Ça va être dévastateur, pour lui. Donc je sais que les combattants seraient pas contents, mais moi, ma petite personne, serait bien contente de ne pas voir aucun de ces 2 combattants-là perdre dans la cage vendredi soir. Donc écoutez, match-up absolument complètement fou. Ça va être une expérience unique. Écoutez, je sais même pas comment amorcer mon allée. Je sais même pas comment trouver les mots pour vous parler de ce combat-là. Mais je trouve que la façon dont je l'ai apporté dans mon entrevue d'hier avec Alex Morgan sur le Fabercast, c'était une manière qui représente bien ce combat-là.
Je parlais de la tempête contre le calme avant la tempête. La tempête, c'est évidemment Charles Jourdain. C'est le gars qui va rentrer avec des grosses combinaisons. Puis oui, Charles Jourdain est un combattant qui travaille à distance, aime garder sa distance, travailler là, mais a surtout une kicking game de là. Là où il est vraiment le plus dangereux, là où il excelle, c'est quand il rentre dans la distance, qu'il leap in avec des combinaisons. Puis ces combinaisons sont à la fois puissantes, rapides et excessivement précises. C'est comme ça qu'il a réussi à faire mal et à dropper la majorité des combattants qu'il a droppé. On parle de Matt Harlow, Kevin Généreux et plusieurs autres combattants auparavant. Will Romero, c'est la même chose qui est arrivé. Dans le cas d'Alex Morgan, le calme avant la tempête, c'est un combattant excessivement calme, collecté, analytique, aime travailler un pace beaucoup plus tranquille, beaucoup plus lent que Charles Jourdain. Quelqu'un qui travaille beaucoup plus sa boxe que ses kicks, a des kicks, a pas mal toutes. Je pense que c'est un élément qu'il aimerait peut-être plus montrer dans ce combat-là. Il m'a mentionné dans son entrevue qu'il y a des aspects de sa game qu'on n'avait pas encore tant vu que ça puis qu'il aimerait nous exploiter. J'ose croire que c'est pas vraiment le combat au sol dans ce combat-là. Je pense que tout le monde veut les voir échanger debout. Puis je pense que ça serait pas à l'avantage de Morgan d'aller au sol. On va y revenir dans pas bien long à cet aspect-là du combat. Mais bref, Alex Morgan, très analytique, travaille une pace plus tranquille, travaille en 1-2 souvent, un très bon jab, aime laisser l'action venir à lui, aime avoir ses reads sur son adversaire, puis quand il a ses reads, c'est un excellent counter-striker, sa main droite, lui aussi est très rapide, est très bien lancé, une très belle main droite, son jab aussi très beau quand tu regardes la technique qu'il montre, qu'il display dans la cage, c'est toujours très beau, c'est toujours très propre, c'est tight, c'est très bien fait de la part d'Alex Morgan, qui est un combattant fundamental. Et autant Charles Jourdain, je l'ai un peu peut-être critiqué dans ses débuts pour un flash qui était beaucoup, un flash très élevé puis peu de fundamental, mais je trouve que dans ses derniers combats, Charles a vraiment démontré de meilleurs fundamentals. Ça fait de lui un striker beaucoup plus complet puis un striker beaucoup plus redoutable. Il y a aussi l'aspect qu'on va avoir gaucher contre droitier principalement aussi. Oui, Charles se bat des deux stances, mais semble être de façon prédominante un southpaw, quelqu'un qui aime travailler avec sa main gauche en arrière comme étant sa grosse main. Donc on va avoir la grosse main gauche contre la grosse main droite. La grosse main droite est pas mal plus une marque de commerce, c'est-à-dire pour Alex Morgan, mais il veut vraiment, dans ce combat-là, démontrer lui aussi un striking plus vaste, parce que c'est un gars qui se tient vraiment aux fundamentals, mais qui a tendance à se limiter à des 1-2, à se limiter à toucher la cible avec 2 coups de poing, sortir du range, reset. Va peut-être tenter de travailler plus en combinaison aussi contre Charles Jourdain, qui est un gars qui va rentrer avec des combinaisons. Donc si Morgan réussit à counter avec des combinaisons, c'est là qu'on va peut-être se retrouver avec un duel de striking assez phénoménal sous nos yeux. Qui va avoir l'avantage? C'est là que ça devient comme un peu impossible à penser, parce que on n'a jamais vraiment vu l'un contre le style de l'autre. On n'a jamais vraiment vu Charles Jourdain contre un striker qui est à la fois très technique, mais aussi plus calme, plus slow pace, plus stratégique, qui aime avoir ses reads, counter plus. Tu sais, Will Romero est un bon striker, mais n'est pas un striker non agressif. C'est un striker excessivement agressif, même que Charles Jourdain a dû être celui qui reculait, qui laissait la pression venir à lui dans ce combat-là. Ensuite, Matt Harlow est oui un gars qui aime travailler à range, mais c'est complètement différent d'affronter un très long gaucher qui a un long range, mais qui est un peu susceptible quand tu rentres dans la pocket, contrairement à un droitier qui travaille à range, mais qui est à son plus dangereux quand tu rentres dans la pocket avec ses counters. Donc pas le même genre de style du tout. Donc on n'a jamais vraiment vu Charles Jourdain qui est la tornade, qui est la personne qui va rentrer dans la pocket avec des grosses combinaisons précises. On n'a jamais vraiment vu ce type de combattant-là affronter un Alex Morgan non plus. Donc autant Jourdain n'a jamais eu le striker calme, analytique et collecté comme Alex Morgan devant lui, autant Alex Morgan n'aura pas vraiment eu quelqu'un comme Charles Jourdain devant lui, parce que oui, TJ Laramie rentrait avec des bombes, mais TJ Laramie ne travaille pas autant bien en combinaison que Charles Jourdain, est vraiment plus petit que Charles Jourdain. Là, quand on regarde le reach, Morgan est quelqu'un avec les bras très longs, va avoir un petit avantage de taille sur Charles Jourdain, donc va quand même être le gars qui a le meilleur reach, mais Charles Jourdain reste quand même un lanky fighter, reste quand même quelqu'un qui va le outreach avec ses jambes, puis ça, c'est pas quelque chose de non négligeable, parce que Charles Jourdain, justement, quand il est à range, kick beaucoup, il aime
même kicker dans les jambes, kicker dans les bras, même si c'est pas quelque chose qui score en théorie, ça fait mal à Alex Morgan, un peu comme Peter Pettis a pu faire avec Alex Morgan. Donc, at range, Morgan contre Jourdain, ça peut ressembler un peu à Morgan contre Pettis, à la différence près que Charles Jourdain, lui, va tenter de briser ce combat de range-là pour rentrer avec des combinaisons, contrairement à Pettis qui fait juste rester at range, kick circle, kick circle, kick circle, et qui n'engage vraiment pas, jamais ou très peu dans la pocket, sauf si c'est pour clincher contre la cage. Donc, on a vu des éléments de certains de ces combattants ici et là pour Morgan, pour Jourdain, mais on n'a jamais vu le style de l'autre combattant face à face devant la cage. Donc, combat de striking, ça va être immensément intéressant, mais je pense que je peux pas vraiment me fier à des indices là pour y aller, de dire, oh oui, je pense que c'est vraiment Alex Morgan qui va réussir à faire marcher son style contre Charles Jourdain, parce que Charles Jourdain va tenter de breaker, puis Alex Morgan va avoir un read. Puis il faut se le dire, c'est très dur de se faire un read sur Charles Jourdain, parce que Charles Jourdain lance des fois n'importe quoi, puis je dis pas ça dans le sens de il sait pas ce qu'il fait, il lance n'importe quoi. Charles Jourdain peut être at range puis arriver avec un flying knee là, puis couper la distance super rapidement, comme il peut rentrer avec une combinaison de hook, comme il peut rentrer avec des punch bien droits, comme il peut rentrer avec un step in knee. Rarement on voit Charles Jourdain rentrer deux fois de la même façon. C'est ça qui va rendre le combat difficile pour Alex Morgan debout, dans le sens de comment va-t-il réussir à read Charles Jourdain. Puis l'autre point important, c'est qu'on n'a jamais vu les deux combattants ébranlés dans des combats, vraiment. On a vu Alex Morgan manger des bons coups, puis avoir à reculer, mais toujours rester calme, toujours rester collecté, toujours garder son sang-froid, puis pas essayer de se sauver quand il est sur des patins ou des choses comme ça. On l'a jamais vraiment vu sur des patins non plus, je dois le dire. Donc, Alex Morgan, faut lui donner ça. Combattant très calme qu'on n'a jamais vraiment vu dans le genre de mode panique que Charles Jourdain lance les autres combattants quand il touche très fort. On n'a jamais vraiment vu Charles Jourdain non plus essayer de rentrer dans le range contre un gars qui a un très bon counter-right comme Alex Morgan. Donc, si je peux pas avoir d'indices sur le combat debout, comment je dois me fier à ce combat-là? Parce que moi, je pense que ça va principalement se passer debout. Alex Morgan pourrait essayer de shooter un takedown ici. Là, c'est un peu hors norme pour lui. Oui, c'est arrivé dans certains combats, peut-être un peu plus tôt. Maintenant, dans ses derniers combats, on l'a vraiment vu utiliser une approche plus orientée sur le striking. Puis autant dans ses attaques que dans son footwork, c'est plus orienté sur le striking. T'sais, il essaye de bouger d'une façon à ce que le takedown va être difficile à aller chercher pour son adversaire. On a vu João Luis Nogueira avoir un peu de succès dans ce... Il y a quelques combats contre Alex Morgan, mais encore là, João Luis Nogueira a eu à travailler très fort pour takedown Alex Morgan. Et João Luis Nogueira est vraiment un très bon lutteur. Quand que tu parles de combattants brésiliens qui ont une très très bonne lutte, qui sont capables souvent d'amener le combat au sol à leur aise, Nogueira rentre là-dedans définitivement. Donc Alex Morgan, bien qu'il ait perdu une décision partagée, n'a pas montrer une mauvaise takedown defense tant que ça. Et oui, je le sais que Charles Jourdain travaille très fort sur sa lutte avec les Sharbatov. C'est vraiment un point qu'il tente d'améliorer. Puis moi, je serais pas surpris si on voyait justement Charles Jourdain décider d'y aller avec cette approche dans ce combat-là, essayer pour une des premières fois dans sa carrière d'être le gars qui va shooter pour le takedown, qui va être celui qui va amener le combat au sol, établir un top control, un peu comme TJ Laramie lui a fait, parce qu'on a vu Morgan avoir quelques difficultés là-dedans, même si je viens de dire il y a 30 secondes, on a très bien défendu contre João Luis Nogueira. Ça a quand même été un problème, les attaques de lutte persistantes. C'est pas toutes les takedowns qui ont landé, mais il y en a qui ont landé, puis ça a été assez pour que les juges disent ouais, on pense que c'est le Brésilien qui a eu plus de succès dans ce combat-là que Alex Morgan au final. Donc, je ne serais pas surpris de voir Charles Jourdain y aller avec cette approche, faut se le dire. Charles Jourdain travaille très fort sur sa lutte, mais au sol, c'est une excellente brown belt en jiu-jitsu brésilien. T'sais, TJ Laramie, on se rappelle plus vraiment du combat, mais je l'ai réécouté, puis il a eu à dealer avec plusieurs tentatives de triangle, et il s'en est très bien sorti. Là. Laramie était très positionnellement aware, conscient d'où il se retrouvait à tout moment, d'où ses bras étaient, d'où ses jambes étaient, d'où tout, de s'assurer de tout garder à bonne place pour pas justement se retrouver dans une clé de bras en dessous, pas se retrouver dans un triangle dans la garde de Charles Jourdain, qui est clairement quelque chose que Charles Jourdain affectionne, particulièrement avec ses longues jambes. C'est quelque chose qui est en mesure de bien faire. Il y a une très belle triangle game au sol sur son dos. Donc, si Morgan s'en venait à se trouver sur le top,
serait pas 100% safe pour lui, sauf s'il vient de toucher Charles Jourdain avec une grosse main et l'envoyer au tapis. Là, c'est sûr que s'il arrive avec du gros ground and pound, son instinct du tueur qui est assez naturel, parce que quand je disais le calme avant la tempête dans le cas d'Alex Morgan, c'est vraiment le fait qu'il est tranquille, mais quand il la grosse main droite land, ce gars-là, il y a une switch qui flippe dans sa tête, puis il devient un des finishers les plus ruthless dans la game. On l'a vu contre TJ Laramie, on l'a vu contre plein d'autres gars avant. Quand il sent que son adversaire est blessé, il saute, puis rarement il lui laisse la chance de revenir. Donc, pour Alex Morgan, j'éviterais le combat au sol, puis pour être honnête avec vous, je pense que je viens juste de me talk into un pick en faveur de Charles Jourdain ici, parce que je réalise qu'il va y avoir plus d'outils. Si on se retrouve dans le combat de striking le plus serré de l'histoire de l'humanité, je pense que ça va être à Charles Jourdain, l'option de Charles Jourdain d'initier le grappling dans ce combat-là, parce qu'il a travaillé beaucoup sur sa lutte, puis je pense qu'il veut démontrer une notion de top control dans ce combat-là, ajouter quelque chose à sa game qu'on n'a pas vraiment encore vu. Bien qu'on l'a vu contre Généreux, mais ça n'a pas été initié par un takedown, ça a été initié par des mains. Et puis, si ça venait à être Morgan qui avait à lander un takedown parce que il s'est fait faire mal debout puis il veut changer le rythme du combat, j'aurais tendance à être stressé pour lui parce que Charles est une très bonne brown belt puis a une très bonne triangle game sur son dos. Donc, la threat du grappling, je pense que c'est ça ici qui va venir me faire pencher en faveur de Charles Jourdain. Mais j'ai ça par décision. J'ai ça dans un combat très serré, dans une guerre de 25 minutes. J'ai jamais vu ces gars-là se faire. On a vu Morgan se faire soumettre, oui, mais c'était dans ses deux de ses 3 premiers combats pro. Et puis, c'est une game complètement différente depuis qu'on a vu de la part d'Alex Morgan, qui est un gars qui est lui-même un bon grappler quand même, faut le dire, là. Mais Charles Jourdain travaille de façon intensive sur son grappling depuis les derniers mois. Je pense qu'il va vouloir essayer d'amener une approche différente. Je pense qu'il va essayer de lander tes takedowns pour, si justement c'est un combat serré, être celui qui laisse la bonne impression dans la tête des juges en fin de round. Et puis c'est pour quoi je vais y aller un peu à contre-cœur. Puis pas parce que je veux pas que Charles gagne, parce que comme je l'ai dit au début, je veux pas que les deux perdent. Je veux pas qu'aucun des deux perde. Mais j'ai Charles Jourdain par décision dans ce combat-là. Puis c'est ça qui va venir conclure mes analyses et prédictions complètes pour la carte du TKO 45 ce vendredi 7 décembre, Centre Bell, Montréal. Achetez vos billets, vous devez d'être là. Likez le vidéo, partagez avec tous vos amis. C'est le temps, là. On a une belle carte de TKO, un des gros main events de l'histoire. Et puis, il y a moi qui fais de la très belle couverture là-dessus. C'est vrai, t'as vu, je me donne tout le crédit. Hein? Mais je fais de la couverture là-dessus. Partagez mes affaires. Ken Wong, la voix des guerriers, fait de la très belle couverture aussi. Allez partager ses affaires aussi. C'est cette semaine qu'on se doit d'amener des yeux sur le sport des arts martiaux mixtes au Québec, parce que le combat qu'on va avoir le droit vendredi va être absolument génial. Donc, likez, partagez, commentez la publication aussi. Abonnez-vous à Québec MMA si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, c'est sur MMA Talk que vous devez liker, vous abonner, parce que c'est là que ça se passe. Et puis, on se voit une prochaine fois pour ceux qui vont être là au TKO 45. On se voit au TKO 45. Je vais faire un vlog. Ayez pas peur de me dire « Hey Faber, what's up? » Puis on va jaser ensemble. Moi, j'ai plein d'affaires à jaser avec tout le monde. Ayez pas peur si vous me croisez. J'ai hâte de vous parler. On se voit une prochaine fois, guys.